Comme tu fais des appels de vente, appels de closing ou quoi avec tes clients, bah tu as toujours le avant du coup, leurs problématiques, tu as toute la partie douleur. Après tu as toute la partie accompagnement où quand tu fais les appels, bah justement on a cité tant de personnes, on a eu tant de rendez-vous, etc. Donc tu avais vraiment le pendant. Et après tu as le témoignage client où là le client il va te dire j'ai eu des super résultats, on a fait tant de ventes en plus grâce justement à ce setting IA. Et donc tu as le après. Donc tu peux faire après une vidéo complète du avant, pendant, après et pouvoir le mettre après en ad sur tes tunnels de vente. C'était vraiment ta sauce à pro. Mais pour te donner un ordre d'idée, on peut essayer de tirer des moyennes sur un client. Je pense que je les avais eu en call fin d'année dernière. Je crois que sur le mois de septembre, sachant qu'on est toujours à peu près sur la même tendance, ils avaient sorti 90 calls en plus sur le mois avec l'IA, sur lesquels ils closent 10 à 15% sur des programmes à 3K5. À partir de quand c'est intéressant de commencer à mettre un setting IA? Je pense que ça devient intéressant à partir du moment où Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Comme ça, on remet un peu de contexte. C'est quoi ton offre? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Depuis combien de temps? Et voilà. avec grand plaisir. Alors du coup, je m'appelle Louis-Édouard. Pour ceux qui me connaissent pas, on avait déjà fait un podcast ensemble. C'était sur une autre chaîne. Ça, C'était c'est une sur nouvelle une chaîne. autre chaîne, effectivement. Et donc, au niveau de ce qu'on propose, nous, en fait, on est une agence d'automatisation sur mesure qui a fait un pivot depuis, on va dire, un an et demi sur le setting IA pour les infopreneurs high ticket. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on vient placer des setters sur les tunnels de vente des infopreneurs pour aller faire de la qualification automatisée de leurs leads, s'assurer qu'en fait, ils aient plus de calls bookés, qu'ils aient moins de touristes en call, qu'on fasse le nurturing aussi de leurs leads pour s'assurer que ces personnes-là, elles se présentent, donc réduire les no-shows, etc. Et derrière, de les amener en call pour plus de conversion. Donc ça, c'est globalement ce qu'on fait. D'ailleurs, on a pas mal de modules aussi d'analyse de ce que font les closers avec des systèmes de reporting, d'analyse des appels, etc. Mais ça vient en complément de notre offre principale sur le setting IA. Ouais, toi, c'est vraiment en amont du closing où tu vas vraiment faire du setting sur qualifier, c'est ça, le lead, quoi. Pour savoir si. C'est effectivement en amont du setting. Du closing, pardon. Ouais, c'est en amont Est-ce du que c'est. closing. On peut dire que tu as un concurrent un peu à ManyChat ou pas du tout? Non. Non, on ne peut pas dire ça parce qu'en fait, c'est comme si. En fait, nous, on fait c'est comme si tu as des setters humains. Tu vois, les setters humains, tu ne peux pas les mettre en concurrence avec ManyChat. Parce qu'en fait, sur ManyChat, ce qu'on va venir automatiser, ça va être les premières interactions. Même s'ils ont des modules d'IA aujourd'hui qui peuvent faire un travail assez basique, moi, je ne me sens pas du tout en compétition avec ManyChat. Je pense qu'au contraire, tu vois, chez des clients, on utilise ManyChat pour automatiser la première interaction post-follow, donc d'envoyer un premier message en automatique 10 minutes après le follow, pour déclencher une conversation. Et dès que la personne répond à ce message, là, c'est l'agent IA en fait qui reprend la main sur la conversation et qui fait le travail de setting. Donc ça là-dessus, je pense que les deux fonctionnent en complémentaire. Et ManyChat, c'est un super outil qui est un très très gros outil. Donc bien en accord avec les réglementations Meta qui, pour tous les infopreneurs, en fait, on sait que Meta, c'est assez compliqué d'arriver à faire des ads sans se faire ban, à faire de l'outreach sans se faire ban. Tout ça, c'est des problématiques qui sont très connues des infopreneurs. Donc là-dessus, on s'assure qu'au moins ce premier contact-là, il nous permet d'avoir un compte Insta qui reste stable, qui ne saute pas lié à du spam ou quoi que ce soit. Et derrière, on met notre IA qui vient continuer la conversation. Et comment t'en es arrivé justement à faire du setting IA? Sur le setting IA, en fait, c'est très simple. Avant, je travaillais dans une agence de marketing avec qui on a fait beaucoup de collabs avec des gros infopreneurs. En fait, c'est une agence de marketing qui était spécialisée dans l'accompagnement des infopreneurs sur toute leur offre, sur la création de leur offre, etc. Et moi, je gérais ces comptes-là, que ce soit sur la partie media buying ou sur la partie accompagnement, de stratégie, des tunnels de vente, toute cette partie-là. Et en fait, on a détecté une grosse problématique sur le fait que dès que ces clients-là commençaient à trop grossir, ou quand ils étaient déjà trop gros, ils avaient énormément de leads entrants sur leur tunnel et personne qui s'en occupait. Tu avais uniquement les personnes les plus motivées qui partaient en appel de vente et qui partaient ensuite en closing. Et pour se faire closer ou pas. Et donc après, derrière, tu as les stratégies d'email, etc. Bon, maintenant, les stratégies d'email, quand tu regardes les taux d'ouverture et les taux de réponse, ou enfin les taux de call bookés liés aux emails, c'est un canal qui est intéressant. Maintenant,
c'est incomparable à du WhatsApp. Tu vois, je pense sur WhatsApp, je sais plus, je crois que sur le taux d'ouverture des messages, on était entre 70 et 90% dans mes souvenirs. En moyenne sur les emails, si tu arrives à du 30% d'ouverture, tu vois, c'est fantastique. Donc, euh, donc en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes stats. Et là-dessus, pour moi, c'était assez évident qu'il fallait trouver un moyen de rentabiliser le budget ads pour pouvoir aller discuter avec ces leads-là. Ouais, est-ce que concrètement, tu payes pour chaque lead que tu Bien sûr. obtiens et si tu n'en fais rien, s'ils prennent pas rendez-vous ou quoi, bah sûr que tu les perds un peu dans la nature et que tu as payé pour rien. Donc là, en gros, ton système, il va permettre de pouvoir engager la conversation pour pouvoir voir si le mec il est qualifié et pour pouvoir après lui donner un rendez-vous, quoi. Bien sûr. En fait, c'est la nouvelle stratégie d'email marketing. C'est Mhm. l'email marketing qui fonctionne, on va dire, Mhm. de 2026, enfin, ou même 2025. T'as vu le challenge de Yomi là qu'il a fait au mois de janvier là? Oui, mais j'ai eu des retours assez variés du style ça a bien marché et d'autres qui ont dit ça a complètement bidé parce que beaucoup de vidéos qui ont dit que c'était un scam et Ah, le mec s'est qui fait donc allumer sur YouTube le nombre de vidéos de mecs qui ont fait arnaque challenge ou quoi. En fait, ils ont commenté le challenge de Yomi, quoi. ouais, bien sûr. Est-ce que ça a réellement impacté derrière ce qu'il attendait en tant que vente? Parce que c'est pas forcément les mêmes profils, tu vois, qui vont faire les vidéos, qui regardent les vidéos d'arnaque et On va qui vraiment suivent acheter, Yomi quoi. et qui vont acheter. Euh, à mon avis, sûrement que ça a eu un impact. Maintenant, le degré d'impact, ça, je saurais pas te dire, parce que j'ai eu des informations des deux, des deux côtés, je veux dire. Et Je donc, crois qu'il ouais, paraît que l'objectif c'était 20 millions de chiffre d'affaires et je crois qu'ils étaient plus de 400 closers. 400 closers. Mm. Ah, 400 closers, je me suis dit, putain, c'est énorme comme 400 closers. T'imagines ouais, la machine. c'est une belle équipe, ouais. C'est une belle équipe, hein. C'est une, Je sais c'est une pas si belle c'est équipe. vrai, tu vois, mais bon. Et donc, ouais, donc, quand tu fais un challenge comme ça, ton système va pouvoir te permettre justement de pouvoir aller setter ces personnes-là, quoi. Bah 100%, parce que les personnes, déjà, il en faut des gens pour arriver à remplir les agendas des 400 closers. Mais si tu arrives à remplir les agendas de ces 400 closers, ça veut dire qu'il y a au moins 10 fois plus de trafic en amont qui n'a pas pris d'appel. Et là-dedans, ça peut être parce que tu les as pas assez convaincus, ils se sentent pas assez privilégiés, plein de problématiques que tu peux pas forcément identifier. J'ai plein de clients en fait quand j'étais en train de relire les conversations qui disent bah, j'ai regardé la VSL et ça me semblait intéressant, mais au final je j'ai pas eu une réponse à tel point et donc j'ai décidé de pas prendre rendez-vous. Et en fait, comme on entraîne les agents IA sur le contexte du client et sur sa VSL et sur d'autres informations qui permettent de répondre à ces problématiques-là, en fait, c'est l'agent IA qui, en euh, contact privilégié avec la personne, en direct, c'est pas un groupe WhatsApp, donc on est vraiment en échange comme tu pourrais être en train de parler avec un pote, où tu viens répondre à cette problématique-là. Et derrière, la personne se dit ah ben ok, je comprends mieux, bon ben je book un appel. Donc c'est beaucoup de personnes, on ne vient pas aller transformer des personnes qui ne sont pas du tout intéressées en call booké. Ça, dans tous les cas, les personnes qui ne sont pas intéressées, elles ne sont pas intéressées. C'est tout. Maintenant, les personnes qui ont opt-in ont en théorie déjà démontré un intérêt. Donc on peut considérer ça comme un lead tiède. On ne va pas aller jusqu'à dire que c'est un lead chaud, mais c'est un lead tiède. Et derrière, à partir de ce lead tiède, c'est à toi de voir si avec ta stratégie, tu arrives à le rendre assez chaud pour qu'il parte en call. Et il y a des fois des gens qui n'arrivent à devenir chauds qu'après que tu aies répondu à toutes leurs questions qu'ils pourraient avoir. Est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que machin? Je ne suis pas rassuré, j'ai peur. Notamment quand on est sur des clients qui font du B2C, tu as beaucoup de peur à l'arnaque sur les formations en ligne, ce qui est normal. Et là-dessus, tu as les agents IA qui te permettent de solutionner ce problème-là, plutôt que ta VSL ou ta campagne email que personne ne va lire. Mhm. Toi, du coup, ton système, tu peux l'inclure, c'est quoi? Donc, c'est après l'opt-in, directement, il est contacté par le setting IA. Ouais, Ou genre un webinaire, les gens qui se sont opt-in sur le webinaire, qui ont regardé le webinaire, après, tu peux envoyer le setting IA. en fait, il y a plusieurs stratégies dépendantes du client. Nous, on accompagne principalement ceux qui ont des tunnels VSL. Maintenant, sur du Webi et du challenge, on peut le faire aussi. C'est juste que la stratégie de contact n'est pas la même. Sur le tunnel VSL, ça va être du ads, landing page,
VSL Call Booking Thank You Page. Ça, c'est le tunnel standard des infopreneurs. Maintenant, nous, on vient s'intégrer effectivement sur la partie de l'opt-in. Donc, dès qu'on récupère ces informations de contact, en général, entre 10 et 15 minutes pour essayer d'être crédible, on démarre une conversation avec le lead uniquement s'il n'a pas booké de call. Comme notre objectif, c'est de faire booker un call à la fin. S'il a déjà booké un call, ça ne sert à rien qu'on fasse une conversation. Maintenant, là, c'est un point à nuancer parce que justement, je raccorde ça avec une deuxième partie de stratégie. Donc, nous, on démarre la qualification à ce moment-là, 10 à 15 minutes post-opt-in. C'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs taux de réponse, les gens qui sont chauds, qui ont démontré un intérêt et derrière qui peuvent être qualifiés et renvoyés en call. Sur les stratégies Webi, par exemple, on a 2 types de stratégies qui peuvent s'employer. La première, ça va être pré-Webi pour aller discuter avec la personne. Si on a besoin de faire de la qualification en amont, on peut faire de la qualification. Maintenant, sur les Webi, en général, la qualification, elle se fait pendant le webinaire. Donc, avec la personne qui parle et qui va dire clairement, toi, tu peux rentrer, toi, tu rentres pas. Vous n'êtes pas dans les critères. Donc, là-dessus, sur la partie... là, on va faire surtout de la préchauffe avant les Webi. On peut avoir la stratégie post-Webi également, où là, on vient contacter la personne. Qu'est-ce que tu as pensé du Webi? Voilà le replay. Et là, d'essayer de leur faire booker des appels aussi. Donc, peut-être à ce moment-là, de rajouter l'aspect qualification, vu que la personne, des fois, elle n'a juste pas regardé le Webi ou il s'agit de s'assurer que les closers vont avoir des appels qualifiés derrière. Donc ça, c'est le deuxième axe de stratégie sur les Webi. Sur les challenges, c'est globalement la même stratégie parce qu'en fait, les challenges, c'est des Webi déguisés. En fait, donc c'est juste que... Ça dure 5 jours. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, on fait la même stratégie. Par contre, là où c'est à nuancer sur le... Pas nuancer, mais à compléter sur la stratégie de VSL, ce que je te disais, c'est qu'on ne contacte pas la personne si elle a booké un appel. C'est vrai et c'est pas vrai. On ne la contacte pas avec l'agent en fait, d'opt-in. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on a aussi un deuxième agent qui est, lui, post-call booké. Et donc là, en fait, cet agent-là, il a pour but de travailler le nurturing, d'envoyer des témoignages, d'envoyer des résultats et d'envoyer aussi toutes les ressources nécessaires pour s'assurer que la personne se présente à l'appel et également répondre à d'autres questions. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé et qui, au final, s'est avéré super utile. C'est des personnes qui ont rempli tous les critères de qualification, qui ont posé leurs questions à l'agent d'opt-in, qui bookent un appel et qui, en fait, quand tu vois qu'il y a la conversation avec l'agent post-call booké, là, tu te rends compte qu'ils avaient d'autres questions qui étaient plus, ok, alors comment l'appel, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va essayer de me vendre un truc? Et c'est ce delta-là entre le moment où il y a l'appel et le moment où le call a été booké, un peu le buyer's remorse, mais pour l'équivalent d'un appel, où la personne va se dire, tiens, on va essayer de me vendre. Et là, en fait, là, il y a de grosses chances, si tu n'as pas fait un bon travail de branding, je suis sûr que ça va fonctionner pour moi, j'ai hâte d'être dans l'appel, que la personne ne se présente pas, annule ou qu'elle rentre dans l'appel en n'étant pas du tout motivée ou en se braquant. Et pour un closer, c'est le pire truc qui puisse arriver sur une personne qui veut répondre à aucune de tes questions ni quoi que ce soit. Si le mec il sait qu'en gros il va se faire closer, ouais. T'as pas envie parce que t'as pas envie de parler qu'en gros avec un commercial. Donc du sûr. coup tu te fermes. Moi j'avais une technique là-dessus qu'on a testé avec un client qui fonctionne très bien. Surtout nous on avait un problème de no-show, donc pour essayer d'enlever ça, c'était d'essayer de personnaliser un peu les messages avant l'appel. Avant l'appel de vente. Et en gros, personnaliser, c'était quoi? C'était en gros lui montrer qu'on allait travailler avant de faire l'appel. Je te donne un exemple. Là, mon client, lui, il est coach sportif, donc c'est Vincent. Et donc, en gros, l'appel, donc lui, il faisait encore manuellement, tu vois. C'était, avant qu'on fasse l'appel, est-ce que tu peux me donner un peu tes régimes alimentaires? Est-ce que tu peux me donner, si tu as des restrictions, des trucs comme ça? Comme ça, je vais pouvoir te préparer, du coup, un plan alimentaire et voir aussi quel plan sportif je pourrais te donner, tu vois. Du coup, le mec, il se disait, c'est cool, il prépare en fait mon rendez-vous, il prépare, tu vois, un truc vraiment personnalisé. Et du coup, ça a augmenté, ça a diminué le nombre de no-shows. Et 2, le mec, quand il arrivait en appel, on était plus sur un appel où, en gros, je vais te donner de la valeur, je vais te donner, tu vois, un plan nutritionnel, un plan d'action sportif, etc., que sur un appel vraiment de vente, de closing. Et donc, la perception du prospect était comme un peu différente. Il arrivait un peu plus ouvert pendant l'appel. Donc, et ça marchait pas mal.
Bah, ça, c'est exactement le genre de système qu'on peut mettre en place. Et justement, c'est quelque chose que j'ai moi-même appliqué sur mon tunnel VSL, où j'ai un agent IA qui vient contacter les personnes qui opt-in. Et derrière, quand la personne book un appel, j'ai mon propre profil WhatsApp. Alors, c'est pas avec mon numéro, mais c'est avec un autre agent IA, mais qui est brandé à mon nom, qui vient justement poser des questions plus poussées sur la qualification pour qu'on s'assure que derrière, en fait, j'ai des personnes qui ont déjà des tunnels et en fait, ça fait plus pro. Et ça fait plus pro, et donc tu as des personnes qui se sentent ok, bon, je sais avec qui je vais parler, et tu as des personnes qui me disent ah ben j'ai déjà parlé avec toi, et donc moi je relis la conversation avant l'appel, et je me dis ok, déjà aussi c'est un gros indicateur de si la personne avec mon profil elle répond même pas au premier message que je lui envoie, ou alors elle répond n'importe comment aux questions que j'ai posées, euh, que j'ai supposément posées. Là-dessus, je sais très bien que cette personne-là, quand je vais la voir en appel de vente, elle va avoir exactement les mêmes patterns de conversation. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que je vais pouvoir closer. Et du coup, au final, ça m'intéresse pas. En fait, cette qualification-là, elle peut se faire dans un second temps, mais il y a aussi la partie nurturing, de se dire, bah, tiens, j'ai parlé avec quelqu'un de l'équipe qui est proche du CEO ou le CEO directement. Et donc, tu te sens davantage forcé, on va dire, de te présenter à l'appel. Parce que Ouais. bah, c'est de la décence humaine, en Oui, fait. c'est ça, exactement. C'est que la psychologie, là, de toute façon. Bien sûr. Et c'est quoi un peu ton type de client que tu as? C'est quoi les offres qu'ils ont généralement? Et c'est quoi surtout la taille à peu près qu'ils sont actuellement pour pouvoir mettre un setting gear? Ok. Pour les clients qu'on accompagne actuellement, c'est des infopreneurs high ticket. Donc la plupart ont des offres entre, on va dire, 3 000 et 5 000 euros, avec ceux qui ont des offres, on va dire, 1000. Ouais, je pense que la plus basse, elle est aux alentours de 1000 euros. Et derrière, tu as des plus grosses offres qui montent 8 500, 10 000, un truc comme ça. Donc on va dire la grosse moyenne entre 3 et 5. Et derrière, si on prend le complet, on va dire on est sur une gamme entre 1000 et 10 000 sur les offres, dépendant des clients. Et au niveau de leur taille, donc on va avoir, honnêtement, on a un petit peu de tout. En moyenne, on va avoir des clients qui sont peut-être entre 30 et 80K. Et pareil, on a des fois des clients, là on bosse plus avec, mais on a bossé pendant un gros moment avec des clients entre 100 et 400 000. Par mois? Ouais, par Ok. mois. Et c'est quoi un peu leurs chiffres, nombre de leads qui sont, nombre de no-show, nombre de rendez-vous à peu près, tu connais un peu le... Sur les noms, sur le volume de leads, ça va dépendre vraiment grandement des clients, mais en moyenne, je pense qu'on est sur une cinquantaine de leads par jour qui Ok. opt-in, avec chez certains clients des pics à plus de 100 leads par jour. Et ouais, en moyenne, on va dire une cinquantaine de leads par jour. Ok. Et c'est quoi? C'est souvent des ads? Il y a beaucoup de tunnels ads, et parce on a lancé assez récemment le volet Instagram. On a beaucoup, maintenant pour les clients qu'on accompagne sur Instagram, beaucoup d'organique pour ceux qui ont déjà des stratégies de contenu euh, sur l'organique sur Instagram, donc avec des réels, des trucs comme ça. Là, on a beaucoup d'organique, Et pas tellement des ads. c'est quoi leur vrai problème ou problème qu'ils arrivent généralement? C'est parce que quoi? C'est que donc, du coup, ils ont beaucoup d'opt-in, beaucoup de leads qui arrivent. Est-ce qu'après, ils te disent, bon, bah, écoute, j'en ai marre parce qu'en fait, je sais pas, moi, j'ai 60% qui sont en no-show. Est-ce que c'est quoi leur vrai problème? Pourquoi ils viennent chez toi? Ça, c'est super intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse standard. Chez les infopreneurs, là-dessus, chaque business a sa problématique. Et j'ai un client qu'on accompagne qui avait deux gros enjeux. C'est le fait de contacter tout le monde et le fait de réduire les no-shows. Réduire les no-shows, en général, c'est le critère le moins demandé chez les clients. Ok. Maintenant, ça fait partie de ce qu'on fait dans tous les cas, et on travaille sur ce point aussi, parce qu'on peut toujours améliorer ce qui est fait. Maintenant, ça reste, comme je t'ai dit, un critère qui est moins demandé. En général, ce qui est demandé, c'est pour ceux qui ont des équipes de closers, ça va être de réduire les quantités d'appels qu'ils ont, parce ils sont débordés et ils ont trop d'appels non qualifiés. Et les critères qu'ils mettent en place, en fait, quand ils mettent des critères sur des formulaires, par exemple, ça devient trop strict et ils perdent trop de calls. Ok. Donc là, en gros, c'est de pouvoir optimiser le nombre de leads
sur le nombre de rendez-vous. Ouais. Donc pas perdre trop de rendez-vous, mais de optimiser surtout les rendez-vous qualifiés, quoi. Exactement. Quoi, le goal final, c'est ça doit devenir vraiment que des rendez-vous qualifiés. C'est ça. Tu as Ok. beaucoup d'infopreneurs qui font notamment des typeforms. Sauf qu'en fait, le typeform, c'est un très très bon outil pour avoir des gens qui sont qualifiés, mais tu perds énormément de gens au passage. Ouais, parce que qu'il y les a gens, ils ont la trop, flemme de remplir, ils savent pas combien de temps ça va prendre. Et au final, ils se disent, bah, je vais pas le faire. Alors que c'est des personnes qui auraient pu prendre un appel si on avait répondu à chacune de leurs objections, si on avait rebondi sur chacun de leurs messages sur du WhatsApp, par exemple, ou du Insta. Donc ça, c'est vraiment, on a ce point-là qui est assez intéressant. Et tu as un autre point qui ressort beaucoup, c'est, on va dire, ça rejoint, les deux points se rejoignent, c'est le fait de remplacer les setters qui sont actuellement, parce qu'en fait, pas assez de rapidité de contact, pas tout le monde qui est contacté, et les gens qui sont contactés sont mal contactés. C'est-à-dire qu'ils sont contactés avec des messages qui sont trop génériques parce que le setter, en fait, il veut faire du volume pour essayer de récupérer des calls et derrière d'être payé en fonction. Donc, en fait, il ne va pas du tout personnaliser ça, tous les messages qu'il envoie. Pareil, quand tu as un lead qui opt-in, bon, je ne vais pas te reciter la stat d'Hormozy, mais on est sur du plus 400%, en fait, quand on le contacte rapidement. En moins d'une minute. En moins d'une minute. Donc, nous, on reste sur du 10 à 15 minutes parce qu'il faut quand même qu'on soit crédible et on est sur le marché français aussi. Oui, sinon c'est trop... Donc, sinon, c'est effectivement pas crédible. Et sauf qu'en fait, tu as des gens que j'ai en appel qui me disent nous, on est assez rapide. Je dis mais vous contactez vos leads sous combien de temps? Nos setters sous 48 heures. Je dis, 48 heures, c'est un peu long, quoi. je dis non, c'est gros. pas rapide ça. 48 heures, il y a déjà rendez-vous call closing. Oui, tu vois. donc c'est pas du tout rapide. Et donc ça, c'est ce genre de croyance qu'il faut aussi qu'il faut recentrer sur non, c'est pas bon ce que vous faites, c'est pas bon. Et donc il y a beaucoup de gens qui justement ont besoin de ce filet de pêche. En fait, c'est comme ça que je l'appelle, je le présente quand on est en call avec des leads, c'est que on va pas faire un travail avec de l'IA qui est plus performant qu'un setter qui est excellent dans ce qu'il fait. Parce qu'un setter qui est excellent, il sait tous les leviers psychologiques à utiliser, il connaît déjà tous les leads, il a beaucoup d'historique. Maintenant, on peut arriver assez facilement à un niveau de setter qui est très très performant, mieux que 90% des setters qui existent, et en particulier chez les infopreneurs qui commencent à faire du volume, ils vont aller recruter des mecs au Bénin. J'ai rien contre les mecs du Bénin, mais sauf qu'en fait, c'est pas performant. Et quand tu veux scaler ton business, il faut des mecs crédibles. Mais même en France, hein, moi je le vois là, avec les quelques clients que j'accompagne, le pôle le plus difficile, c'est le closing, même pas de setting. Hein, je parle de closing, tu vois, d'avoir des closers sérieux, tu vois. Déjà ça c'est compliqué déjà, tu vois. Donc j'imagine le setting, tu vois. Oui, si t'as un très bon setter, c'est sûr. T'as mais beaucoup c'est de rare, gens tu vois. qui prennent des closers pour faire du travail de setting. En fait, qu'ils leur disent, tiens, si tu veux des calls, en fait, il faut que tu ailles les récupérer. Sauf que c'est un travail ingrat, le setting. Ça, c'est pour ça qu'on l'automatise. Ah ouais. Et les closers détestent faire ça. Déjà, les closers, quand il faut leur demander autre chose que de faire des appels, c'est compliqué. Confirmation de rendez-vous, tu vois, pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas trop de no-show. Déjà, c'est compliqué. Déjà, rien que de suivre un script, c'est compliqué. Donc ça, non, mais j'imagine. C'est vrai que c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une IA qui te fait, entre guillemets, parfaitement le boulot parce que te suit le script, un peu répondre. Ça, la dernière fois, je me suis fait... sur Instagram, c'était magnifique. Genre, tu sais, des fois, je fais un peu de proposer des... comment dire, des audits gratuits ou des trucs comme ça, tu vois, des infopreneurs ou... Et souvent, du coup, je tombe sur des IA qui me répondent, tu vois. Mais au début, tu le vois pas, en fait. Déjà, il te répond très rapidement, donc déjà, c'est bizarre. Et ensuite, après, il essaye de retourner la conversation, tu vois. C'est pour que lui, il te close, tu vois. C'est quand même magnifique. Mais franchement, c'est très, très bien fait, tu vois. Donc, je me dis, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une IA qui te répond parfaitement, entre guillemets, qu'une personne, soit qui va te répondre dans les 48 heures, soit qui va avoir trop de messages, donc c'est pas possible de pouvoir répondre, soit qui n'est pas assez professionnel dans son discours et qu'au final, ça sert pas à grand-chose, quoi. Il y a un gros point qui est négligé par rapport à ça, c'est notamment, évidemment, on a parlé de tout ce qui est setter, donc la lacune humaine, ce qui est normal, mais c'est la partie justement reporting qu'on peut en tirer. Ouais, derrière. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec justement le gros avantage d'avoir un système d'IA, c'est que, comme tu l'as dit, on lui donne un script,
même si l'IA a la liberté d'aller creuser des objections, etc., le script reste sensiblement le même. Donc déjà, en fait, pour s'assurer que le script est bon, on peut faire des analyses parce qu'on peut avoir confiance en ce qui a été fait par l'IA. Sur tout ce qui va être analyse de conversation aussi, avec un setter humain, c'est tout simplement impossible. Tu peux pas lui dire, bah tiens, dis-moi pourquoi cette conversation elle a fonctionné, dis-moi pourquoi cette conversation elle a raté, et tu fais ça sur les 200 dernières conversations que tu as eues. Ça, généralement, ce qu'on leur demande, vraiment en closing, c'est qu'après chaque appel, tu notes c'était quoi l'objection, pourquoi t'as vendu, pourquoi t'as pas vendu, pour que justement on puisse analyser. Le mec le fait jamais, quoi. Non, mais bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Alors, c'est sûr qu'avec une IA, là, il te le fait automatiquement. Tu as déjà un rapport, il te le fait sur les 200 dernières conversations, sur 1000 conversations. Et du coup, la data est quand même beaucoup plus C'est fiable. fiable. C'est Exactement. fiable. En fait, nous, on sort les taux de réponse pour s'assurer que le premier message qu'on envoie, il est lu et on obtient une réponse. Donc, on arrive à initier une conversation. On vérifie aussi les calls bookés. On sort les stats en fonction des périodes. On compare aux périodes précédentes. On sait d'où vient le lead. Donc, on a la source qui est analysée. On voit l'évolution des tendances. Sur tout ce qui est analyse de la conversation, comme je t'ai dit, en fait, on fait passer un gros module d'IA sur les conversations qui sont disqualifiées, les qualifiées, celles qui sont en cours et au final qui n'ont jamais abouti. Et on donne tout ça comme matière. Et derrière, on en ressort une analyse qui poussée, qui nous dit ok, sur les conversations négatives, en général, c'est parce que les critères sont trop stricts et donc les gens ne peuvent pas rentrer dans l'accompagnement. Donc là-dessus, peut-être que c'est des recommandations à voir avec la partie marketing. Peut-être que c'est tout simplement qu'il faut modifier les critères de qualification. Ça, c'est à voir avec le client, mais en tout cas, de lui donner l'information et d'avoir cette partie reporting qui est à disposition pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, c'est pas tellement, en fait, j'ai beaucoup... non, pas tellement, j'abuse. J'ai pas eu énormément, mais j'ai eu des personnes en appel qui me disaient c'est quoi la différence par exemple avec n'importe quelle IA que je peux mettre en place avec du GHL ou du SetSmart aussi qui font de l'IA, on va dire, que tu peux implémenter rapidement sur ton business. En fait, la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que nous, on ne se positionne pas du tout comme outil. Moi, ça ne m'intéresse pas de prends mon outil, mais dans ce cas-là, je ne fais pas d'appel avec toi. Tu le prends sur Internet et me gonfle pas pendant 1 heure où je t'explique ce qu'on fait. Le but, c'est vraiment en fait, qu'on t'accompagne en tant qu'agence pour que je puisse t'aider sur tes autres décisions business. Et que justement, tu as des ads, que tu puisses rentabiliser complètement le budget de tes ads avec une garantie que tous tes leads sont contactés de la même manière, qu'on puisse te dire, ok, en général, les mecs qui sont qualifiés, ils ont ce profil-là. Donc peut-être que ce serait intéressant de les viser sur une prochaine créa directement. Peut-être que là, sur ton tunnel, il y a un problème parce que ton opt-in, il est trop bas et ce qu'on voit en conversation, c'est pas cohérent avec ton tunnel actuel. En fait, c'est vraiment d'arriver à comprendre ton business pour pouvoir s'assurer que le setting IA améliore à la fois ce que tu fais en amont, toute la stratégie d'acquisition, et également tout ce qui va se passer en aval avec toute la stratégie closing. Et c'est quoi un peu les gros KPI que tu vas suivre justement pour comprendre un peu le avant-après et que l'outil du coup soit vraiment utile et l'accompagnement soit utile pour ton client? Alors, moi je me base sur toutes les métriques, comme je t'ai dit, taux de réponse, sur les messages ouverts, ça va être sur les calls bookés, ça va être sur le pourcentage de leads qualifiés, parce qu'on a aussi un delta entre leads qualifiés et personnes qui vont booker un appel. Donc les personnes qui peuvent rentrer dans l'accompagnement et qui disent oui, je veux un appel et qui ne prennent pas d'appel, on a un delta aussi. Donc on analyse ça et on voit pourquoi est-ce qu'il y a ce delta, on essaie de le réduire. Et on analyse aussi les métriques qu'il y a sur les tunnels des clients, pour s'assurer que tout est cohérent. Maintenant, pour les clients, la métrique principale, ça va être les calls bookés. Donc après, c'est à nous d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a beaucoup ou peu de calls bookés et est-ce que c'est cohérent ou est-ce qu'au contraire, c'est pas cohérent. Et dans ce cas-là, il y a un souci et on optimise. C'est quoi un peu les ratios là pour le high ticket sur le nombre de conversations ouvertes ou générées plutôt, ouvertes et après call booké? En gros, combien de conversations tu dois ouvrir pour avoir un call booké en moyenne? Ok. En moyenne, sur les taux de réponse des clients, on va être sur du 25 à 30%. Ok. Donc ça, là, ouais. Donc là, l'IA envoie le message, tu as 25-30% qui répondent au message. Qui répondent au message.
Quand on est sur du trafic ads, sur du trafic Insta, c'est pas du tout pareil. Sur du trafic Insta, en plus, c'est beaucoup plus compliqué de Ouais, tu parles calculer de ce taux-là. WhatsApp là. Hein. Là, je parle principalement de WhatsApp et en général plutôt sur des tunnels VSL, donc des tunnels avec des ads en fait. Donc sur du trafic ads, c'est globalement le traditionnel 30% qu'on peut retrouver sur plein d'autres métriques. Parce que c'est du trafic froid. Parce que c'est du trafic froid. Donc évidemment, plus tu as des bons ads, plus ton pixel entraîné, plus ce que tu fais en amont est qualitatif, plus le taux de réponse augmente. Tu vois, on a un client qui a un programme d'accompagnement sur le mannequinat, qui a une grosse promesse et qui peut cibler un peu tout le monde. Là, on monte en taux de réponse, on est à du 50%. Ce qui est énorme. Chez d'autres clients, on est sur des taux de réponse à 12 ou 15%. Et par rapport à leur niche, on considère que c'est bien. C'est quoi? C'est parce que c'est des niches très mainstream, genre... C'est des niches... sur dropshipping, trading, sur les niches qui ont des plus petits taux de réponse, ça va être vraiment des niches qui sont ultra spécifiques. Par exemple, accompagner les artisans à digitaliser leur activité. Ah ouais, donc ça, on est vraiment sur du niche. Et en plus, si on t'accompagne à digitaliser ton activité en ligne, ça veut dire que t'es pas quelqu'un qui est ultra, ultra digital. Okay. Donc là-dessus, en fait, c'est à partir du moment où c'est cohérent, on peut considérer que c'est OK. Donc tu vois, je peux pas te dire là-dessus à ce client-là, bah tiens, bien sûr, tu vas avoir 30% de réponse. Parce que c'est pas pertinent de dire ça. Par contre, en moyenne, ce qu'on voit à travers les différentes niches, c'est 25 à 30% de taux de réponse. Sur ces 25 à 30% de taux de réponse, en moyenne, encore une fois, on est, je sais pas dire, 20-25% de leads qualifiés. OK. Et sur ces leads donc en gros, sur 100 leads, tu en as 30 qui te répondent. Ouais. Sur ces 30 qui te répondent, tu en as à peu près 10 du coup qui sont vraiment qualifiés. C'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Et derrière, qui book des appels. Sur 100 personnes, pour faire simple, sur 100 personnes, on va prendre à peu près 15 à 20 calls dépendant des clients. Donc 15%. À peu près, ouais. Donc sur 100 leads, tu en as 15 qui prennent un appel. C'est beaucoup quand même, non? Ça fait pas énorme? Bah, comme je t'ai dit, ça dépend de la stratégie que tu as mise en place. Si tu as un bon branding, si ce que tu prépares en amont est pertinent, on va juste accélérer et optimiser ce que tu fais déjà. Si maintenant, tu n'as pas de résultat, effectivement, ces taux-là n'ont aucun sens et tu vas avoir des taux qui sont beaucoup plus bas. Okay. Avec des calls bookés peut-être aux alentours de 5 à 8%. Tu vois. Okay. Je pense notamment à la niche des artisans, où là, c'est une niche qui est assez compliquée, mais on sort quand même des calls. Moi, c'est ça ma métrique principale. C'est le pourcentage devient pertinent quand tu as des métriques sur lesquelles comparer. C'est-à-dire qu'avant l'IA, on faisait en moyenne ça. Là, ça, c'est des personnes qui ont vu les ads, ont opt-in, sont dans notre écosystème, mais qui n'ont pas pris d'appel. Et donc, tu rajoutes 15 calls sur le mois pour 100 leads, avec un taux de closing à 30%, avec des offres à 3005, 5000. Bon, c'est tout de suite plus intéressant. Tu fais des avant-après, parce que comme tu as les playbooks d'Hormozy, j'imagine que tu as dû lire la machine à preuve, avec des avant-après. Est-ce que tu le fais ça dans ton offre? Je ne le fais pas assez. Ouais. Je ne le fais pas assez parce que c'est une très bonne question. Non, c'est un truc sur lequel il faudrait que je me penche. Je fais surtout, en fait, je laisse surtout les clients, quand je récupère des témoignages, me parler de leur expérience et me parler de à quel point ils sont satisfaits des résultats qu'on peut obtenir. Mais effectivement, j'ai pas fait de réel screenshot de voilà avant le début de collab et voilà maintenant où on en est. Mais c'est quelque chose que je devrais 100% faire. C'est vrai que quand tu le lis, c'est vrai que c'est génial. Hein. En gros, explique en gros pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme tu fais tes appels de vente, appels de closing ou quoi avec tes clients, tu as toujours le avant du coup, leurs problématiques, j'ai eu trop de touristes en call ou j'ai trop de no-show, etc. Donc tu as toute la partie douleur. Après, tu as toute la partie accompagnement où quand tu fais les appels, justement, d'analyse vraiment sur les chiffres, etc. Voilà, là, on a cité tant de personnes, on a eu tant de rendez-vous, etc. Donc, tu as vraiment le pendant. Et après, tu as le témoignage client où là, le client, il va te dire, là, j'ai eu des super résultats, on a fait tant de ventes en plus grâce justement à ce setting IA. Et donc, tu as le après. Donc, tu peux faire après une vidéo complète du avant, pendant, après, et pouvoir le mettre après en ad, sur tes tunnels de vente, tu pourras le mettre dans tes systèmes d'emailing, de nurturing, dans ce que tu veux concrètement. C'était vraiment ta social proof.
Et lui, c'est ce qu'il explique et c'est ce qu'il met en place. Et c'est vrai que c'est hyper puissant, quoi. En fait, j'en ai quelques-uns, mais qui sont pas aussi structurés que ce que tu dis là. Tu vois, j'ai des clients qui, justement, dans les témoignages, te disent on a fait plus 7000. En fait, on fait en moyenne plus 7500 euros par mois grâce au système. Mais c'est pas un truc qui est très structuré OK, on avait ça comme stat sur tous les volets de mon business. Voilà ce qu'on a fait pendant l'accompagnement. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on a quelques bribes de preuves sociales de ce style-là, mais elles sont pas structurées de la même manière. C'est pas facile de pouvoir capter, parce que là, dans l'offre que j'ai, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de maintenant, après, pouvoir capter ces moments-là pour justement créer des preuves sociales comme ça. Et le but, c'est d'en avoir que, t'es pas obligé d'en avoir 100 000, hein, tu peux en avoir juste 3-4 vraiment bien préparés pour justement prouver en fait que ton offre fonctionne, ton accompagnement fonctionne. Donc, je t'encourage à le faire. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais des chiffres un peu genre avant-après, comme tu en as quelques-uns, genre ouais, donc c'est plus 7 000 euros généralement de chiffre d'affaires qu'ils arrivent à faire par mois en mettant en place Alors ça, c'est sur un client, mais sur un autre client, en fait, on raisonne pas... Ouais, c'est plus je fais rarement des calls, ce qui est une erreur de ma part, hein, mais je fais rarement des calls où je leur demande combien est-ce que vous avez augmenté en chiffres, parce qu'on se focus davantage sur les calls bookés et sur ces métriques-là qui m'intéressent pour améliorer le système. Mais pour te donner un ordre d'idée, on peut essayer de tirer des moyennes sur un client. Je pense que je les avais eu en call fin d'année dernière, et je crois que sur le mois de septembre, sachant qu'on est toujours à peu près sur la même tendance, ils avaient sorti 90 calls en plus sur le mois avec l'IA, sur lesquels ils closent 10 à 15% sur des programmes à 3K5. Donc je suis très mauvais en maths. Mais je vois à peu près le chiffre que tu peux faire en plus. Ouais. Mais tu peux faire les calculs. Et est-ce que tu peux dire pour ceux, peut-être sur à partir de quand c'est intéressant de commencer à mettre un setting IA vraiment? Okay. Je pense que ça devient intéressant à partir du moment où ça te gonfle de le faire en manuel déjà et que tu envisages d'embaucher des setters. Et je pense qu'à ce moment-là, quand tu vois que envoyer des messages, toi, tous les jours, c'est juste pas faisable, que ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps et qu'il va falloir le déléguer, là, ça peut devenir pertinent. Maintenant, ça vient aussi avec des concessions, c'est-à-dire que, et ça pareil, j'ai eu des clients dans ce cas de figure-là où c'était une erreur de ma part peut-être de les avoir signés ou de mal avoir préparé le début de collab, c'est-à-dire que l'IA ne fera pas aussi bien que toi. Si toi, tu as déjà ta manière de parler, que tu discutes avec tes leads d'une certaine manière et que tu veux vraiment garder ce contrôle-là, mettre en place une IA, c'est pas du tout pertinent. Parce que en fait, tu vas passer ton temps à vérifier toutes les conversations, te dire « Ah, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien pour mon image, machin. » Parce qu'il y aura toujours un truc à redire. Parce que c'est ton image qui est en jeu. Donc, si tu es prêt à te dire « J'ai assez de volume pour que ça me gonfle, je pense à embaucher et honnêtement sur ce qui va se passer, de toute façon je fais confiance au système parce que moi je faisais un travail qui était pas bon, là je pense que ça peut être pertinent d'en discuter pour voir si derrière après tu as tout l'écosystème pour que ce soit pertinent concrètement de le mettre en place dans ton business. Et ça serait combien de leads à peu près? Moi je pense qu'en dessous de 15-20 litres par jour, ça sert à rien. Ça va te coûter plus cher qu'autre chose parce qu'en fait, tu peux le faire à la main ou tu peux embaucher quelqu'un qui fera un travail moyen, mais qui t'apportera des résultats. Là, quand tu veux vraiment en fait, commencer à développer ton activité et déléguer cette partie, le pôle setting, en fait, là, ça devient pertinent parce que justement, l'avantage de l'IA, c'est que tu lui mettes 20 conversations par jour ou que tu lui en mettes 250, elle va les gérer. Donc, ça t'accompagne dans ton scaling. Contrairement à un setter où tu lui dis du jour au lendemain, voilà, il en faut d'autres, tu as les mecs qui vont partir, tu as les mecs qui sont malades, tu as les mecs qui répondent pas rapidement, tu as toutes les problématiques. Il faut les former. Donc, toutes ces problématiques-là, on les évite. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand tu te dis « Ok, ça y est, j'en ai marre, je veux passer avec des setters parce qu'ils feront un meilleur taf et qui sera plus rapide », envisage peut-être de l'IA. Et si tu veux vraiment
Si tu veux un début d'outil, bah, si tu utilises GHL par exemple, tu as de l'IA qui est intégrée directement dans GHL et tu peux mettre en place des automatisations, tu peux faire des trucs stylés. Tu peux utiliser des plateformes qui existent déjà, qui te proposent des agents IA qui sont plus basiques. Si tu veux vraiment faire des trucs professionnels et qui t'aident à scaler et en fait comprendre le reste de ton écosystème pour s'assurer que le setting IA est pertinent avec ce que tu fais et que c'est pas juste un énième outil que tu rajoutes à ton business, là ça peut être intéressant. Ouais. Souvent, moi aussi, je dis à mes clients, généralement, quand ils passent de. C'est eux qui font les appels de closing à trouver après des closers. Bah, tes métriques, c'est sûr qu'avec un closer, ils seront souvent moins bons de ce que tu fais toi, tu vois. Généralement, c'est pas, si tu closes à 50%, va pas demander à ton closer de closer aussi à 50% du temps. Parce que tu sais que il sera un peu moins bon. Donc, généralement, tu peux prendre genre 70% de tes chiffres et tu donnes ça comme objectif, tu vois. Comme ça, au moins, ça te donne un peu une base. Tu sais que voilà, s'il est dans ces métriques-là, c'est que le mec est plutôt bon. S'il est en dessous de ces métriques, faut essayer de le challenger. Et s'il est vraiment trop bas, tu peux changer, tu vois. Je pense que c'est un peu pareil si le mec, tu vois, il faisait lui-même ses textos, etc. et que, je sais pas moi, il avait des très bonnes performances. Sûr que si tu passes près par un système de setting IA, t'attends pas à avoir les mêmes résultats parce que c'est pas possible, entre guillemets. Et voir après, est-ce que toi, tu dirais, je sais pas moi, si le mec il avait un taux de réservation grâce à son setting manuel, je sais pas moi, sur 100 conversations, tu vois, il en avait 30%, est-ce que tu dirais, voilà, là maintenant, tu es plus à 15 ou 10% avec un setting IA et tu seras déjà très content? Non, parce que je challengerai d'abord les setters qu'il a actuellement pour savoir sous combien de temps ils répondent, quel est le type de closer, le type de setter qu'ils ont, quels sont le type de messages qu'ils envoient, enfin bref, d'avoir un peu d'écosystème sur, un peu plus de contexte sur ce qu'ils font pour derrière savoir si, ok, là on est sur des setters experts, ce qui arrive rarement, hein, ça existe, mais ça arrive rarement, ou si on est sur du setter moyen, et là dans ce cas-là, je pense que l'IA peut même faire mieux que les setters, voire même j'en suis sûr. Et c'est quoi le plus dur à implémenter généralement quand les clients ils arrivent? Pour mettre ton système en place, c'est quoi le plus dur? Honnêtement, j'ai automatisé toutes les parties complexes, donc maintenant j'arrive à faire les choses relativement rapidement sur tout ce qui est création d'automatisation. Tous les templates sont déjà faits, donc je peux juste copier-coller. Les clients derrière se connectent sur leur propre dashboard. Donc derrière, ça nous fait une passerelle avec Meta, parce qu'on est Meta Partners à ce niveau-là. Donc on récupère tous les accès. Honnêtement, nous, de toute façon, en général, on est prêt à lancer sous 48 à 72 heures. Ok. Mais il n'y a pas, je sais pas moi, pour faire un script ou des trucs comme ça pour l'IA ou pour faire du nurturing, est-ce que c'est compliqué pour le client de donner les... Est-ce qu'il a déjà bien toutes les infos? Alors, s'il ne les a pas, dans tous les cas, on l'aide à nous donner les critères qui sont importants pour lui. Et sur le script, c'est pas à lui de s'en occuper. Nous, en général, s'il a des prérequis et s'il a déjà des idées de questions, c'est rempli dans le formulaire d'onboarding. Et derrière, nous, on utilise cette matière-là pour pouvoir justement créer l'agent qui est adapté à son business et à ses questions et à ses prérequis. Donc, on peut tout à fait discuter avec lui et lui dire là-dessus, honnêtement, tes questions, elles sont pas pertinentes. Il faudrait qu'on les modifie. C'est notre travail aussi de challenger ce qui est fait par le client. Mais en général, les clients ont quelques prérequis. Dépendant des clients, ça va être soit juste j'ai besoin que mon lead ait de l'argent. Et donc là, derrière, on pose des questions notamment sur la motivation et sur le fait d'être accompagné maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je regarde, je suis en découverte, etc. Et sinon, tu as d'autres personnes pour qui il faut s'assurer qu'on est dans la bonne niche. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas étudiantes, c'est des personnes qui ont plus de 30 ans, parce que les programmes, derrière, on sait que ça ne close pas si les personnes ont moins de 30 ans, par exemple. Donc là-dessus, ça dépend vraiment des clients, mais en moyenne, ouais, c'est assez rapide de mettre ça en place une fois qu'on a les informations dans le formulaire. Et si on ne les a pas, on peut... il y a assez d'expérience avec les autres clients pour savoir ce qui est pertinent comme question à poser ou pas. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les grosses croyances limitantes des infopreneurs sur l'IA ou sur le setting d'IA ou sur le closing? La qualité de conversation, ça c'est le point principal et donc l'impact que ça a sur le branding.
Donc c'est pour ça que nous, on fait tester aussi l'IA. Quand j'ai des appels avec des gens qui sont un peu méfiants, je leur dis testez. Ou même maintenant qu'on l'a mis en place, ils sont déjà contactés par l'IA avant même de prendre un appel. Ah, donc ils Et ont donc, déjà testé le produit. T'as des personnes qui m'ont dit j'ai déjà échangé avec toi. Je dis je sais que c'était une IA. Elle me dit bon, c'est une IA, machin. Ok, j'avais pas du tout remarqué. Et donc là, en fait, la croyance limitante, elle est déjà brisée parce que la personne, elle a déjà été convaincue par sa propre expérience. Ça, pour moi, ça c'est le point qui ressort le plus en fait dans les objections. Ouais, non, franchement, le côté robotisé ou alors le côté sur les setters, c'est j'ai déjà des setters. À quoi ça me sert d'avoir de l'IA? Je suis juste à la découverte. Et là, on revient sur les problématiques liées aux humains et on revient sur les problématiques de rapidité de contact. Où, comme je t'ai dit, il y a des gens qui pensent que 48 heures, c'est bien pour contacter, c'est un bon délai pour contacter les leads, ce qui n'est pas le cas. Ah non, c'est sûr. Donc ça honnêtement, c'est les principales objections que je peux avoir. Le reste, c'est beaucoup d'éducation à faire parce que beaucoup de découvertes. Ok, il y a de l'IA, ça peut être intéressant parce que j'ai vu passer le mot IA sur tout. Donc j'ai déjà du setting en place, pourquoi pas du setting IA. Ok. Bon, on a bien parlé de ton business. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir aller sur la partie vraiment pure business sur ton offre. Comment tu as construit ton offre? Comment tu essaies de la rendre encore plus premium? C'est quoi ton système d'acquisition? On rentre vraiment comme un infopreneur, en gros, comment il travaille. Donc déjà, comment tu arrives à rendre ton offre encore plus premium? Alors, quand on est en appel de vente, déjà, ce qu'on présente, c'est tout le game plan qu'on va mettre en place avec le client. Donc ça nous démarque déjà de beaucoup d'outils d'IA parce qu'on comprend tout de suite, et dans tous les cas, je le précise en début d'appel, c'est que on comprend tout de suite que là, il y a un accompagnement qui est fait et il y a un système qui va être mis en place. C'est pas un outil qu'on met en place dans ton business et derrière, après, tu te débrouilles. Donc, pour rendre cette offre premium, on explique concrètement, voilà, tous les différents canaux d'acquisition que tu as actuellement, voilà sur quoi est-ce qu'on va se connecter, voilà comment est-ce qu'on va faire fonctionner l'agent, voilà sur quoi est-ce qu'on va l'entraîner, voilà l'exemple de conversation. Tu as ton dashboard personnalisé que j'ai fait monter par un dev. Donc, il a son dashboard, il a ses métriques, il a une assistance quotidienne si besoin sur le Slack pour échanger avec nous. Il a toutes les informations qui sont renvoyées sur son CRM, qui sont renvoyées également sur le canal Slack sur lequel tu as les leads qualifiés qui tombent et les calls bookés. Donc, il peut aller tout vérifier là-dessus. On met en place complètement en fait, le système, déjà de notre côté, évidemment, sur tout ce qui est automatisation. Et on se connecte également au système du client. Tu as beaucoup de systèmes sur lesquels tu as beaucoup d'outils IA qui se connectent, mais uniquement avec, sur GHL par exemple, uniquement avec l'écosystème GHL. Si tu es sur System.io, on peut se connecter. En fait, comme on a l'agence, dans l'ADN, l'agence d'automatisation sur mesure, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le côté sur mesure. En fait, c'est quelque chose qu'on réplique aussi dans l'expérience avec les clients. Donc, si tu as une problématique, c'est pas grave, nous on s'en charge. Ça, c'est un gros moyen aussi de se différencier et de faire de l'accompagnement sur mesure. Et évidemment aussi sur le prix. Aujourd'hui, sur le prix, on est sur une mise en place à 2000 €. Et ensuite, on a un recurring qui est, on va dire, quand on est sur une plateforme, sur le plus petit palier, parce qu'on a plusieurs paliers en fonction du volume de lead, on est sur le plus petit palier à 600 € par mois. Quand on prend 2 plateformes, donc WhatsApp et Instagram, on est à 800 € par mois. Et ensuite, après, tu as les clients qui dépendent des paliers, avec le plus haut qui est à 2600 € par mois, sur lequel on a un client sur Insta qui a une communauté à 230 000 abonnés, tu vois. Donc là-dessus, ça dépend vraiment, mais rien que sur le prix, ça reste assez prohibitif volontairement, parce que ce qu'on propose, c'est justement de l'accompagnement, c'est pas un outil. Alors là, je te parlais pas de comment. Là, je te parlais que comment, en gros, on peut rendre une offre premium. Est-ce que, genre, quand tu dis ça dans Mozy, quand tu présentes ton offre, généralement, c'est ce qu'il dit. Il dit à chaque fois, le but, c'est d'augmenter du coup la valeur perçue, augmenter le premium pour pouvoir augmenter notre prix, tu vois. Est-ce que c'est genre en réfléchissant à la promesse de ton client? Est-ce que c'est en réfléchissant à ses points de douleur? Est-ce que
comment en fait tu vas travailler ton offre. En gros, là, tout ce que tu m'as dit, c'est comment, en gros, ce que tu mets en place avec ton client, pour ton client. Mais est-ce que c'est parce que tu as réfléchi en gros à ces problématiques, a dit bah tiens, ça je vais lui faciliter la vie en faisant ça, ça je vais lui faciliter la vie en faisant ça. Oui, C'est bien ça sûr. que. En fait, ce que je t'ai dit rentre dans le cadre de la réponse, notamment sur comment rendre l'offre premium. Euh, Si on reprend dans ce qui est dit par Hormozy, on a aussi le fait d'augmenter le prix. Parce que Hmm. justement, le fait d'augmenter le prix, je veux dire, si je te proposais le truc à 200 balles, euh, ça Oui, t'intéresserait pas. Hmm. Donc, ça rajoute le côté exclusif, le fait d'avoir augmenté les prix, notamment sur le setup fee, qui permet déjà d'éliminer un bon paquet de personnes qui seraient pas des bons fits pour l'agence. Et sur la partie ce qu'on fait pour les clients, bah pareil, en fait, c'est le côté on se personnalise 100% avec ton business qui permet d'augmenter le côté premium. C'est de se dire tu bosses pas avec un prestataire, tu bosses avec un partenaire qui a compris tes enjeux business. Donc, c'est vraiment la compréhension des problématiques. Et quand je te dis, quand j'ai des appels avec les personnes, euh, quelque chose qui ressort, c'est que je sais de quoi je parle. Quand on Si on prend l'exemple d'un closer qui viendrait me remplacer, sur tout ce qui va être partie technique, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand on est en appel, pour pouvoir augmenter la valeur perçue, tu as beaucoup de gens qui vont essayer de me challenger sur la partie technique. Ah, mais moi j'ai ça, et là je sais pas comment vous faites ça, comment est-ce que ça s'intègre, parce que moi j'ai déjà mes outils, et là j'utilise iClose, j'utilise pas Calendly, est-ce que vous pouvez. Et en fait, le fait qu'on puisse répondre à toutes leurs problématiques, ça fait partie de l'augmentation de la valeur perçue. Parce qu'ils se disent, bah, peu importe le challenge que je vais leur poser, ils vont se débrouiller pour le résoudre. Donc on s'assure de cette manière d'augmenter la valeur de l'offre. Et derrière, c'est ce qui nous permet de légitimer le recurring qu'on va leur demander. Ok. Et sur l'acquisition, tu fais comment? Sur l'acquisition, aujourd'hui, le gros de l'acquisition, c'est fait principalement par bouche à oreille. Ok. Parce que justement, bah, on était en partenariat avec l'agence marketing chez qui je bossais, et surtout aussi les clients qui sont contents. Ça, on a un très bon programme de referral qui nous permet de récupérer des clients bah, de la part de nos autres clients. Et comme en général, sur leur business, dès que ça fonctionne, bah, ça fonctionne sur le long terme, parce qu'à moins qu'ils ferment leur business, tu vois, l'agent IA, il ne change pas. Donc ça nous permet de signer des clients de cette manière-là. Mais justement, là, je suis en train de travailler sur de nouvelles sources d'acquisition via la création de contenu et via la stratégie ads. Là, tu connais très bien l'infoprenariat et les offres, etc. Comment tu vois aujourd'hui les systèmes qui fonctionnent le mieux? Est-ce que c'est les challenges? Est-ce que c'est les ads? Est-ce que c'est l'organique, etc. Pour pouvoir vraiment développer ton chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup d'infopreneurs qui nous regardent, qui sont des fois dans des systèmes différents. Pour toi, sur ta vision de l'infoprenariat, c'est quoi qui fonctionne le mieux, qui est le plus simple à mettre en place et voilà, en gros ton avis quoi. Pour moi, il n'y a pas un tunnel qui se démarque de tous les autres, où quand tu veux démarrer, enfin quand tu veux améliorer ton acquisition, tu te dis ah tiens, il faut que je fasse un tunnel VSL plus que les autres. Ça dépend vraiment de ta typologie de client, et ça dépend vraiment aussi de l'investissement en temps que tu vas mettre. Aujourd'hui, je pense que une stratégie de contenu avec de l'organique, c'est peut-être plus pertinent. Et justement, ça te permet, je pense à Mathis Clouet par exemple, en termes de bon branding, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et il fait énormément de pré-vente via son contenu. Donc, tu as beaucoup des objections qu'on pourrait avoir en call qui sont déjà traitées pendant Une des vidéo podcasts qu'il a YouTube. fait, sur des invitations qu'il a eues, ou sur du contenu qu'il peut faire en répondant à des questions qu'il reçoit en DM via des réels. Et ce qui fait que il n'a pas besoin de faire des ads. Et pourtant, quand tu regardes sa dernière vidéo YouTube, il a commencé aussi les ads pour faire du retargeting sur des posts qu'il a fait. Donc, je pense que peut-être en termes d'économie de budget, faire du contenu, ça demande plus de temps, plus de stratégie, mais ça te permet de créer ton branding et de faire de la pré-vente. Donc une fois que ça fonctionne, là-dessus, ça te quasi garantit du chiffre, ou une simplicité de closing qui est monumentale par rapport à des ads. Maintenant, sur des ads, ça te permet de te faire découvrir à de nouvelles personnes plus rapidement,
En gros, tu payes et ça y est, tu as les résultats. Et j'ai signé, tu vois, les clients que j'ai eus, je prends mon cas de figure pour nuancer les deux propos. Les clients que j'ai eus en bouche à oreille, c'était évidemment beaucoup plus simple de les closer parce que on a déjà parlé de moi en bien et ça vient d'une source de confiance. Quand tu as quelqu'un qui arrive en trafic froid depuis les ads, le mec il est en mode bah, t'es qui? Et donc Ouais. tu as tout ce travail à faire. Et pourtant, ça peut closer aussi. Et ça devrait closer si tu fais un bon travail. Donc, pour moi, il n'y a pas de gros tunnel VSL qui a privilégié ou de Webby ou de Challenge. Je pense qu'il faut en choisir un et se focaliser dessus. Et si c'était s'il fallait en choisir qu'un seul et qu'il fallait mettre 100% de son énergie dessus, je pense que l'organique sur de la création de contenu, ce serait ma priorité. Ça, on le voit moi aussi avec les clients que j'accompagne. Il y en a qui sont que organiques et il y en a qui sont quasiment que ad, même s'ils font un peu d'organique, mais principalement c'était ad. Bah, sur les chiffres, tu vois tout de suite. Hein. En gros, j'ai un tableau. En gros, c'est soit t'es dans le vert et t'es dans les ratios, tu vois, sur du high ticket, ou t'es dans le rouge et t'es en dessous des ratios. Bon, sur l'organique, le mec, il est toutes les semaines, il est en vert sur tous les KPI. Et le mec qui est en ad, bah, c'est quand même plus compliqué, quoi. Mais effectivement, parce que le mec, tu cliques sur une ad, tu tombes sur tunnel VSL, tu as une vidéo de 20 minutes. Le mec, tu le connais toujours pas. Et en plus, après, il faut booker un appel. Tu sais que tu vas te faire closer pendant 45 minutes par un closer, tu vois. Donc, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur en ad que sur de l'organique où là, tu as des vidéos YouTube, tu peux regarder bien plus longtemps, tu as regardé beaucoup de vidéos de la personne et donc, du coup, tu as beaucoup plus confiance dans sa méthode de travail, dans le travail qu'il fournit, que sur une ad comme ça de 30 secondes, quoi. Donc ouais, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est plus long. L'organique, bah, du coup, il faut faire beaucoup de vidéos, il faut se faire connaître, etc. Il y a pas mal de strats où, en gros, tu fais des ads pour pouvoir après te faire connaître et que le mec, après, tu l'envoies, du coup, sur ta chaîne YouTube ou sur ton organique pour que, justement, il soit un peu plus nourri là-dessus. Bah, des strats, dans tous les cas, il en existe Ouais. pléthore, mais par exemple, sur la stratégie organique, tu as aussi de faire beaucoup de contenu une fois que tu es connu, justement, bah, à ce moment-là, commencer les ads pour que les personnes qui te connaissent mais qui sont jamais passées à l'action se disent ok, bon, maintenant c'est le moment. Donc, je veux dire, tu peux le faire dans les deux sens, mais effectivement, je pense que l'organique, c'est peut-être à privilégier. Je comprends. Est-ce que tu avais une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais qu'on discute ou pas sur un truc? Alors là, tu t'ai me prends sur le fait. Non, clairement pas de questions particulières. Par contre, peut-être une question pour toi, c'est comment ça avance de votre côté sur la structuration de l'offre, comment ça se passe actuellement? Parce que Ouais, donc je suis moi, assez curieux. Ouais, bah, c'est assez nouveau. Tu sais, moi, j'ai lancé l'offre là au mois de janvier, quoi. Mhm. Et j'ai commencé avec la strat de Hormozy où en gros j'ai commencé avec du gratuit, où j'ai proposé à quelques personnes, infopreneurs que je connaissais si ils voulaient que je les aide du coup sur leur offre. Moi ma promesse en gros c'est d'amener un infopreneur qui fait à peu près 10-15 000 euros par mois à plus de doubler ou tripler son chiffre d'affaires. Et le but c'est de pouvoir vraiment professionnaliser son business, qu'il passe vraiment de infopreneur à chef d'entreprise, tu vois, et qu'il ait vraiment un système. Et donc, bah, pour trouver des personnes gratuites, c'est assez facile. Ah bon? Le but, c'est que je vais pouvoir travailler du coup sur mon offre avec eux, commencer à peaufiner mon offre, à voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas avec eux, et ensuite d'avoir du coup du contenu pour voir en fait le résultat qu'on peut avoir avec eux. Donc ça se met en place là petit à petit. Mais c'est via quel pilier que Donc on travaille sur bosses? l'offre. Ouais. Concrètement, donc en gros, on va prendre la valeur perçue, on va prendre l'équation d'Hormozy, on va regarder sur les 4 piliers qu'on peut jouer, donc sur le résultat, sur la probabilité d'arriver à ce résultat, sur le délai, sur l'effort. Donc on va essayer d'augmenter du coup la valeur perçue et d'augmenter l'offre concrètement. Après, on va travailler sur la machine à preuve. Généralement, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que généralement, tu as des résultats avec tes clients, mais tu le montres pas en fait, ou très rare, qu'en fait très peu. Soit tu as 3 avis Google, tu vois, qui te donnent ou mal. Concrètement, c'est ça, tu vois. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre un système de machine à preuve qui tourne vraiment facilement en fait pour toi, pour que tu aies toujours tes avant, pendant, après, que tes monteurs ils savent où récupérer les vidéos, comment les extraire, etc. pour après faire vraiment du vrai contenu.
avec tes clients. Même aussi de savoir quand est-ce qu'il faut leur demander, tu vois, parce qu'il y a aussi un timing qui est hyper important. Tu vois, c'est à des moments où les mecs, il va te dire un résultat, tu vois. Le mec, je sais pas, si tu as un accompagnement sur Amazon et que le mec, il te dit, ouais, j'ai fait cette semaine, je sais pas moi, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Le mec, il est super content, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut lui demander, tu vois. C'est pas 3 mois après qu'il est sorti de l'accompagnement, que le truc, il est redescendu. Donc, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Ouais. Donc, ça va être sur la machine à preuve et après sur l'acquisition client. Donc là, le but, c'est qu'on va vraiment regarder tous tes chiffres. Donc, le nombre de leads, nombre de rendez-vous que tu as, nombre de no-show, nombre de closes que tu fais. On va regarder ça toutes les semaines pour essayer d'améliorer du coup un peu les métriques pour que tu aies plus de rendez-vous et plus de closes. Donc voilà, on fait des ateliers aussi de roleplay des fois quand la personne fait du closing elle-même pour travailler sur les objections, tu vois, des choses comme ça. Donc tu vois, on fait des points toutes les semaines avec mes clients. Et le but, c'est qu'on ait le maximum de résultats et le plus rapidement possible. Donc franchement, ça se passe très bien. J'ai un deuxième offre, donc c'est sur 60 jours. Donc là, j'ai déjà fait les 60 premiers jours avec mes clients. Je leur propose de un deuxième 60 jours. Ouais. Ah ouais, mais c'est rapide. C'est ça. Bah, le but, c'est ça, hein, c'est qu'ils aient des résultats très très rapides, tu vois, pour que justement, on puisse le montrer et que ça fonctionne. Tu vois. Le but, c'est pas que ça dure pendant un an. Et après, j'ai un deuxième accompagnement sur 90 jours où on essaie de pousser en fait ce qu'on a déjà fait pendant 60 jours. Donc là, sur les clients que j'ai, ils ont tous accepté de continuer l'aventure là en payant cette fois-ci. Donc c'est l'upsell en fait, c'est l'upsell, c'est 60 à plus 90 jours après. Exactement. Okay. Et donc là, mon but là, c'est de trouver des nouveaux clients, de mettre en place ces systèmes-là pour essayer d'avoir un maximum de rendez-vous. Donc en gros, c'est ça. Donc moi, je fais un système contenu avec l'organique, donc chaîne YouTube, donc c'est pour ça. Et j'ai aussi un tunnel, tunnel VSL où là, je fais aussi des ads sur Meta. Donc j'ai vraiment les deux organique et ad. Voilà. Okay. Donc là, je suis encore au début. Donc, et t'en es content? Moi, j'adore. Tu vois, j'adore Hormozy. Tu vois, j'adore parler d'acquisition client, tunnel de vente. Tu vois, travailler sur les métriques, etc. Trouver des systèmes, même sur la vision. Tu vois, d'essayer de donner une vision, tu vois, plus long terme. Tu vois, à l'infopreneur pour que ça devienne vraiment, tu vois, des fois, c'est comment dire. C'est des offres qui ont 6 mois, 1 an. Tu vois, ils ont lancé ça généralement, ça cartonne quand même. Mais des fois, ils vivotent entre 10-15 000 euros dès que tu enlèves les ads, dès que tu enlèves les monteurs, les closers, etc. Bon, ton chiffre d'affaires, il dit quoi, ton bénéfice, il diminue. Et donc, le but, c'est que on arrive vraiment à exploser ça. Et ouais, franchement, moi, j'adore. Et c'est focus infopreneur ou vous faites les autres? Ouais, pour l'instant, je suis infopreneur. Et après, oui, je peux ouvrir sur d'autres trucs. De toute façon, en fait, c'est ce que j'ai fait avec Eurofiscalis concrètement. Où on est passé, on a fait x10 sur le chiffre d'affaires en 3 ans concrètement. Et donc là, je le remets en place en gros avec des plus petits business. Mais en gros, c'est ça. Quoi. Désolé, hein, grand seigneur. Non, mais en gros, c'est ça. Quoi. Ok. Donc. Et donc Hormozy t'accompagne au quotidien. Ouais. Ça t'évite de payer les 50K de mastermind à Las Vegas, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais après, c'est quand même. C'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, c'est que je préfère me focus sur un mec qui a prouvé en gros que là, tu peux faire 100 millions d'euros en un webinaire, que essayer de trouver 10 personnes qui la vont nouvelle stratégie, inconnue, machin. Ouais, exactement. Donc là, tous les soirs, je lis Hormozy, tu vois. Je regarde que sa chaîne. Et après, j'essaie de mettre en place, du coup, implémenter concrètement chez mes clients et même dans mon business, quoi. Donc voilà, en gros, un peu où j'en suis. Qu'on verra dans 1 an comment ça évolue, quoi. x10. x10. C'est l'objectif. Donc voilà. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. T'es mon premier invité sur cette nouvelle chaîne. Ah donc, bon ouais. C'est une nouvelle chaîne, hein. On est quand même pas beaucoup encore à nous regarder. Et honoré. Très honoré. Et on fera peut-être d'autres contenus, je pense, ensemble. Grand plaisir. Quand tu veux. Bon, merci encore. Merci à toi.